Le thème de notre rencontre, c'est l'unité. L'unité des peuples, l'unité de l'Afrique, l'unité même du Cameroun. Pour commencer par ce qui me concerne. Dans le cadre des activités du Cercle-Polar, la question de tradition, c'est-à-dire des cultures et des langues, est très préoccupante. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour parler de la langue comme ciment de l'unité. Ce thème proposé à notre réflexion soulève la question de savoir si la langue d'un peuple constitue l'élément qui unit ses membres et tient ceux-ci soudés les uns aux autres. La question pourrait être aussi celle de savoir quelle est la contribution de la pratique orale et écrite d'une langue à l'unité d'un peuple. Pour conduire notre réflexion, nous avons estimé qu'il était bon de s'arrêter quelques instants sur les concepts clés que sont, dans ce thème, le mot langue, le mot communauté, le mot unité. Mais, après avoir défini ces concepts, ce qui nous préoccupera, ce sera l'aspect langue. C'est-à-dire, nous montrerons quelles sont les voies par lesquelles nous pouvons, au Cameroun et en Afrique, conduire la promotion de la pratique orale et écrite de nos langues nationales. Regardons d'abord les concepts. Le concept de langue. Une langue peut être définie comme un code linguistique dont se servent les membres d'une communauté donnée pour établir la communication langagière en son sein. Cette définition, comme vous le voyez, reconnaît à la langue une fonction d'interconnexion. La langue est utilisée en effet pour l'intercommunication entre les membres d'une communauté linguistique. Et ces derniers ont recours à un code pour entretenir toutes sortes de relations d'échange entre eux. Information, échange d'idées, de sentiments, échange de connaissances, échange de techniques, échange de savoir-être, de savoir-faire. Et la langue est le moyen d'expression de toutes les autres relations spécifiques au sein d'une communauté. Relations de parenté, relations d'amitié, de voisinage, d'appartenance à une même histoire, à une même géographie, à une même géopolitique, à un même destin, à une même philosophie, à la même culture, à la même croyance, etc. Donc lorsque nous prenons la parole, quand nous sommes au milieu de notre semblable et que nous avons à lui exprimer nos sentiments, c'est par le biais de la langue. La langue devient le lien, c'est-à-dire ce par quoi nous pouvons établir une relation étroite dans notre réflexion commune, dans l'expression de nos savoirs et de nos savoir-faire. Prenons maintenant l'autre concept, le concept de communauté. L'UNESCO, dans un ouvrage destiné à la formation des formateurs, à l'alphabétisation et l'éducation non formelle au sein des populations africaines, définit une communauté comme un ensemble humain qui se fonde sur des critères
et des valeurs partagées par divers individus. Les différents critères peuvent être un territoire, c'est-à-dire un espace géographique, un espace géopolitique, une organisation administrative reconnue par les membres. Vous appartenez au même arrondissement, à la même région, au même pays, à la même sous-région, etc. Les intérêts communs, là où les langues, la religion, la culture, l'activité professionnelle, des biens communs, et surtout une histoire commune, etc. Puis, les auteurs concluent leur propos par ce proverbe africain. La perle est belle, mais à elle seule, elle me fait le collier. C'est le fil qui fait le collier. Vous avez un joli médaillon, une perle qui brille. Mais qu'est-ce que la perle toute seule? C'est un objet que vous pouvez tenir entre les mains. Moi, j'étais parti au quartier dans un coffret. Personne ne fera cette perle à votre cou. Mais passer un fil et accrocher maintenant la perle à votre cou, la perle a tout son éclat et a toute sa valeur. C'est ça la langue. Les individus isolément, oui, sont précieux, mais c'est ce qui fait le lien entre ces individus. C'est ce que ces individus ont de commun qui fait la communauté. Communauté comme communauté estudiantine, communauté du lycée de Claire, communauté camerounaise, communauté africaine. Ce qui va tisser le lien entre les éléments de base, c'est ce qui constitue le fil. Et parmi ces éléments qui constituent le fil, il y a la langue, le véhicule de tout le savoir et le savoir-faire de ces différents individus. Langue et unité d'un peuple. Il n'est pas nécessaire que la communauté soit monolingue, parce que certainement en proposant ce thème, on se disait au Cameroun, il y a une multitude de langues. Tout à l'heure, en visitant l'exposition, vous avez vu la classe linguistique du Cameroun. Vous y comptez 239 unités langues. Et chaque unité langue renferme ses variantes dialectales. La conception selon laquelle une nation doit correspondre à une langue est une vue étroite. C'est même une vue impérialiste, c'est-à-dire une vue pour nous imposer, pour chercher à nous imposer une langue de l'extérieur. Parce que nous avons une multitude, on peut mettre de côté la multitude et importer une nouvelle. Ce qui semble plutôt bizarre comme raisonnement. Les pays monolingues sur notre planète aujourd'hui constituent plutôt une exception. Lorsqu'ils se déclarent tels sur le plan constitutionnel ou statutaire, dans la réalité de leurs relations et de leurs échanges internes et externes, ils ne le sont pas. Ils sont de fait multilingues. Le multilinguisme est la caractéristique de presque tous les États aujourd'hui. Certains le sont du fait des immigrations récentes et des déplacements de population pour des raisons sociales, des raisons économiques. C'est ce genre de multilinguisme qu'on trouve en Europe aujourd'hui. Des populations migrées qui doivent avoir leur place dans ces nouveaux pays. Certains
comme le Cameroun et presque tous les pays d'Afrique, sont mutilés à cause de la diversité des langues endogènes qui le renferment et de la présence des langues étrangères devenues des langues officielles, héritées de notre histoire coloniale. Ce multilinguisme va nécessiter un aménagement linguistique spécial pour garder unis tous les composants culturels du pays. Ce sera grâce à une politique linguistique bien élaborée que le pays organisera sa réflexion sur son destin, se développera, s'épanouira harmonieusement et émergera dans la paix et l'unité autour d'un même idéal. Nous n'allons donc évacuer aucune de nos langues de notre aménagement linguistique. Nous allons prendre en compte toutes nos langues, tout au moins celles qui sont encore vivantes, et ajouter à ces langues de notre terroir les langues qui nous servent pour nos relations internationales, le français et l'anglais. Nous composerons avec tout notre héritage linguistique, aussi bien l'héritage colonial que l'héritage ancestral. Alors pour établir quoi? L'unité dans la diversité. Le développement de nos pays fait face à de nombreux défis. Le multilinguisme n'est pas l'un des moindres. Devenir un pays qui rassemble ses forces pour les faire converger vers l'émergence à l'horizon 2020 pour certains, 2025 pour d'autres, 2035 pour d'autres encore comme le Cameroun, est l'ambition légitime de plusieurs pays africains aujourd'hui. Il s'agit de sortir les populations de l'asphyxie dans laquelle la pauvreté les a plongés. Mais comment peut-on penser profondément son développement dans la langue de quelqu'un d'autre si l'éducation, la communication et l'animation en développement sont encore conduits dans la langue ou dans les langues officielles qui sont des langues étrangères à la culture du peuple? La façon de vivre que nous avons vue tout à l'heure chez les Baka est tout à fait édifiante pour montrer quel est le drame que nous vivons de chercher à penser notre développement sans utiliser la langue qui nous est familière, que nous maîtrisons bien et dans laquelle nous exprimons de manière aisée, dans la langue nationale. L'unité d'un peuple qui aspire au développement devrait être établie avant tout sur le plan linguistique. Une unité qui considère la diversité linguistique et culturelle de ce peuple comme un enrichissement et non comme un handicap. Notre développement passera inconditionnellement par la réappropriation de nos langues et la promotion de leur usage à tous les niveaux de la vie sociale. Les chercheurs africanistes de tous les horizons, les linguistes, les professionnels des langues, sont durement interpellés ici pour œuvrer dans un esprit d'interdisciplinarité à la promotion de la pratique écrite des langues nationales comme créneau de l'unité des peuples, comme moyen de conception, de réalisation, d'invention et de production des savoir-faire des dix peuples. Mais alors, comment capaciter nos langues nationales et leur permettre effectivement de remplir cette mission de développement? Ceux d'entre vous qui parlent leur langue maternelle, si on leur demande d'exprimer tout ce qu'ils ont vu en physique ou en mathématiques dans la langue maternelle,
ils vont avoir des problèmes. Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la faute de nos langues non plus. Une langue s'adapte à son environnement. Et notre devoir va être d'adapter nos langues au nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un environnement moderne avec des phénomènes qui n'existaient pas dans notre culture autrefois. C'est pourquoi nous exposerons tout de suite quelques voies de la promotion de la pratique écrite des langues maternelles, telles que la standardisation et la revitalisation des langues non écrites ou peu écrites, la documentation des langues en voie d'extension ou en danger, l'éducation de base en langue maternelle dans une approche multilingue ou multiculturelle, comme nous en avons quelques expériences, y compris l'expérience chez les Bakar. Le développement d'un environnement lettré en langues africaines, la communication sociale en langues africaines. Si vous le voulez bien donc, nous allons parcourir ces 7 voies que je viens d'indiquer et nous édifier par rapport aux stratégies que nous devons mettre en œuvre pour faire de nos langues des véritables instruments de communication et d'éducation. La première voie, c'est la pratique orale quotidienne des langues nationales en société, qui constitue un préalable au développement de la pratique écrite de nos langues. Nous constatons aujourd'hui que plusieurs de nos langues endogènes ne sont plus parlées, ou bien le sont très peu. Dans la table linguistique que vous avez au fond de la salle, nous avons dénombré 22 langues camerounaises qui sont soit éteintes, soit sur le point de l'être, c'est-à-dire qui disparaissent. Et si nous ne prenons pas conscience du grave danger que représente pour un peuple la perte de sa langue, d'ici 25 ans, nous aurons perdu toutes nos langues. C'est-à-dire, si la génération actuelle, la génération chauviniste actuellement, fait fi de sa langue maternelle ou de leur langue maternelle, les enfants de cette génération ne sauront même plus ce que c'est que leur langue maternelle. Et ce sera terminé. On n'en parlera plus. Qu'est-ce que vous serez devenus? On ne sait pas. Certainement, vous serez devenus des sortes de fantômes. C'est-à-dire qui ne peuvent plus se définir, qui ne peuvent plus s'attacher une identité. Pour mettre fin à cette tendance, il faut sensibiliser les communautés à changer leur attitude linguistique, à pratiquer en famille et en société leur langue afin qu'elle survive. Et comme disait madame la représentante de madame le proviseur, nous avons intérêt à rester le soir, l'écran fermé, et à parler en famille, que de rester toujours branché sur l'écran, ou à prendre un livre pour le parcourir et le lire, et avoir nos propres idées à partir des idées des autres.
La survie de l'identité de chaque communauté en dépend et les populations concernées doivent être conscientes. La jeunesse, future actrice du développement du pays, victime malheureuse de la non-pratique des langues nationales, doit bénéficier d'un encadrement de proximité spéciale de la part des adultes qui sont encore locuteurs aujourd'hui de nos langues, c'est-à-dire d'une transmission intergénérationnelle normale en famille et dans le voisinage où l'on vit. La deuxième voie, c'est la pratique écrite des langues basées sur une écriture appelée écriture standard. Cette question a été posée tout à l'heure par M. Théan. Nous allons écrire nos langues. Nous devons publier en nos langues. Il a cité un bel exemple tout à l'heure de publication bilingue, langue maternelle, langue officielle. Ce sera là la transition vers la littérature véritable en langue maternelle. Mais comment allons-nous écrire lorsque nous savons que nos langues, et c'est le propre de toutes les langues, se présentent avec de multiples variantes, c'est-à-dire des dialectes mutuellement compréhensibles. Pour écrire une langue, il y a une exigence de standardisation de l'écriture. Il faut donner à la langue écrite une et une seule forme. L'écriture doit être homogène. Et pour y parvenir, les spécialistes ont développé des méthodes, des techniques pour aider les membres de chaque communauté à développer une écriture unique pour chaque unité langue. Il faut entendre, je le redis, par unité langue, un ensemble de parlers mutuellement compréhensibles. On dira par exemple que le petit pan est une unité langue. Nous savons qu'à l'intérieur de cette unité, les étoiles ont leur manière de parler, les émotions ont leur manière de parler, les boulous ont leur manière de parler, etc. Mais on doit arriver à développer un modèle d'écriture qui puisse permettre à toute vaste communauté d'écrire de la même façon, même si chacun parle à sa façon, parce que l'on se comprend. Donc c'est l'écriture qui est unifiée, ce n'est pas la manière de parler qui est unifiée. Chacun peut continuer à parler comme on parle dans sa communauté de base. L'écriture standard de chaque langue sera sa forme officielle, ce que l'on enseigne ou que l'on utilise dans toute communication et toute production écrite. C'est que tout le monde va pratiquer, quelle que soit la variante que l'on parle. Si la standardisation est essentiellement une activité de recherche, la pratique écrite des langues nouvellement standardisées et des langues écrites passera par la formation des formateurs, le système d'écriture développé, et par la production de documents de référence tels que les guides orthographiques, les abécédaires, il y en a là au fond de la salle, les syllabaires, les post-syllabaires, les lexiques, les dictionnaires, les grammaires, surtout les grammaires pédagogiques. Les chercheurs s'emploieront à fournir tous ces éléments de base pour permettre aux communautés linguistiques de réellement s'approprier le système d'écriture. Et grâce à l'écriture, ils auront à produire de la littérature. La pratique, troisième élément, aura écrit des langues en danger à partir de leur documentation. Nous avons dit que certaines langues sont en danger, risquent de disparaître si personne ne les étudie maintenant et si personne ne se met à les écrire, parce que leur pratique orale baisse progressivement. Ce que l'on aura à faire pour ces langues, et c'est le travail des chercheurs, c'est de les documenter. La documentation est la première mesure de sauvetage d'une
une langue en danger. La documentation des langues se préoccupe de l'enregistrement des faits linguistiques observables dans une communauté, du filmage des actes de parole et de discours des membres d'une communauté en situation réelle et en situation variée de communication. C'est cela la documentation. Donc filmer les pratiques linguistiques, prendre les gens tels qu'ils sont en train de parler une langue et garder, de sorte que si plus tard la langue tend complètement à disparaître, on montrera à la jeune génération comment est-ce que les ancêtres parlaient. Ils se contaient des histoires. Ils utilisaient la langue pour les échanges de toutes sortes. La documentation sera là pour raviver la mémoire des jeunes générations à la pratique de la langue disparue. Cette documentation embrasse la description et l'usage des langues, les pratiques linguistiques caractéristiques d'une communauté dont la langue est en danger, en se servant, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que la radio, les enregistrements audio, vidéo, etc. Ces supports vont faciliter la documentation de sorte que nous pouvons avoir l'âme tranquille que même en cas de perte de pratique de nos langues, la documentation aura gardé le souvenir de ces langues dans des supports fiables. Le quatrième élément ou la quatrième voie, c'est l'enseignement. L'éducation de base en langue maternelle dans une approche bimultilingue et multiculturelle. Le lycée Leclerc et certains autres lycées de Yaoundé savent de quoi il s'agit, puisque l'établissement a été choisi comme l'un des établissements pilotes par le MINESEC pour conduire des programmes d'enseignement des langues et des cultures nationales. C'est là la voie du maintien de nos langues et de leurs pratiques. L'intégration des langues maternelles dans le système éducatif est avancée aujourd'hui dans plusieurs pays africains selon des approches variées, mais faisant des langues officielles, des langues partenaires. Donc, notre approche n'est pas une approche qui évacue les langues étrangères, surtout pas les langues officielles, mais qui les intègre. Donc qui fait en sorte que les langues maternelles ont leur place et les langues officielles et étrangères ont leur place. Les langues maternelles pour l'éducation de base, elles dû commencer l'éducation, comme on le souhaitait dans le film de la tout à l'heure, en langue maternelle, pour asseoir, j'allais dire, la pensée, notre philosophie, notre manière de concevoir le monde, telle que peut être exprimée dans notre langue, en langue maternelle, et ensuite, à partir de la langue maternelle, s'ouvrir maintenant au monde avec, à travers les autres langues, y compris les autres langues officielles. Les chercheurs camerounais ont proposé des modèles. L'un des modèles s'appelait le modèle Coperca, programme de recherche opérationnelle pour l'enseignement de langue au Cameroun. Ce modèle disait par exemple que l'enfant camerounais doit commencer son éducation de base en langue maternelle, dans SIL, CP, en langue maternelle. Au CP, on fait une transition en première langue officielle, CE1. Et c'est vers la fin du primaire CM, CM2 que l'on introduit la deuxième langue officielle. Nous arrivons là à un modèle trilingue. Langue maternelle, première langue officielle, deuxième langue officielle. Ce modèle n'est pas le même modèle que l'UNESCO recommande aujourd'hui à tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'une éducation monolingue, mais au moins une éducation trilingue. La langue maternelle étant la première composante, une langue régionale de grande envergure comme la deuxième composante, dans certains pays, comme en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est,
des langues comme le fufundé, comme le swahili peut être leur deuxième composante. Et en dehors de leur propre langue maternelle, parce que dans ce pays, il y a des langues maternelles. Et la troisième composante pourrait être le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, etc. Voilà le modèle éducatif qui nous est proposé aujourd'hui par l'UNESCO et que nos pays sont en train d'adopter progressivement. C'est le chemin de notre développement en Afrique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nul ne peut se développer en se servant uniquement et exclusivement de la langue de quelqu'un d'autre. Tu ne réfléchiras jamais suffisamment pour savoir qu'est-ce qu'il te faut, de quoi as-tu besoin pour te transformer et devenir meilleur que ce que tu es. Le ministère des enseignements secondaires a démarré en 2009-2010 dans quelques dizaines d'établissements. Aujourd'hui, on en compte 77. Un programme que je vais appeler, l'inspecteur, peut-être cela pourra ne pas être d'accord avec moi, un programme d'éveil et de sensibilisation aux langues et cultures nationales à travers l'auto-alphabétisation, au sous-cycle d'orientation. Ce programme est appelé à évoluer dans le cycle suivant vers un enseignement véritable des langues et cultures nationales spécifiques. Ce programme est soutenu par une filière de formation de formateurs à l'école normale supérieure qui fonctionne depuis 2009-2010. Donc nous pouvons nous réjouir de cet engagement de notre gouvernement en mettant sur pied les éléments de base pour conduire un programme d'enseignement véritable de nos langues, de nos cultures, dans nos établissements. D'abord en formant les formateurs, puis en introduisant petit à petit cet enseignement des langues et des cultures dans les écoles, d'abord par un programme d'éveil et de sensibilisation, avant d'arriver à un programme véritable d'enseignement des langues spécifiques. Ce que nous appelons auto-alphabétisation consiste à réunir tous les enfants dans une classe, à leur présenter l'alphabet général des langues camerounaises, c'est-à-dire les sons, et à demander à chaque élève de chercher dans sa langue s'il trouve un mot qui contient ce son. Et l'enseignant de l'aider à l'écrire. C'est un pas, mais il faut aller au-delà de l'orthographe des mots pour aller à l'orthographe des phrases, à la composition des phrases, à la composition d'écrits. C'est là où notre génie va vraiment éclore et montrer de quoi nous sommes capables. Parce que nous exprimerons tout cela dans une langue que nous maîtrisons très bien. Sous la collègue de l'Agence de la francophonie et des ministères de l'éducation de base de 8 pays francophones d'Afrique, un autre programme d'éducation multilingue, bilingue, multiculturelle a démarré en septembre 2013 dans quelques écoles expérimentales et pilotes de chacun des 8 pays. 40 établissements sont concernés par ce programme aujourd'hui au Cameroun. Et ces 40 écoles portent sur 4 langues, 10 écoles par langue. Donc c'est la phase pilote, voire expérimentale pilote de ce programme d'introduction de nos langues dès le cycle primaire. Donc 10 de nos établissements autour de Yaoundé sont en train d'expérimenter l'enseignement de la langue maternelle dès les premières années de l'école comme moyen d'éducation. Auparavant, le programme national d'alphabétisation conduit par le ministère de la Jeunesse a ouvert le composant langue nationale à son programme à raison de 500 d'alphabétisation fonctionnelle par commune, avec nos 150 communes multipliées par 5, vous pouvez calculer le nombre de centres que ce programme a pu ouvrir. Et justement, grâce à ce programme qui avait ouvert la possibilité à l'alphabétisation en langue maternelle, le taux d'analphabétisme au Cameroun a
sensiblement été réduit. On est passé de 40% d'analphabètes à quelque chose comme 25% d'analphabètes aujourd'hui au Cameroun, ce qui est très appréciable. Le cinquième élément, c'est la numérisation de nos langues. Nos langues doivent bénéficier des avancées technologiques pour s'allier aux techniques par lesquelles on apprend aujourd'hui. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication bien exploitées vont être la porte de salut de la revitalisation et de la promotion de nos langues abandonnées en faveur des langues officielles. L'informatisation, la numérisation des langues africaines est un très grand atout pour le développement des peuples et l'expansion de leur culture. Certains d'entre vous pourraient s'engager à parler, à écrire une langue si on le mettait entre les mains un CD ou un DVD par lequel ils peuvent s'auto-former. C'est ça l'avantage de ces outils. Et les chercheurs, les professeurs, les enseignants, nous tous les praticiens de nos langues maternelles sommes invités à nous impliquer dans ce projet de numérisation de nos langues. Le programme d'école rurale électronique en langues africaines et est en cours à l'ANACLAC. C'est le centre national de linguistique appliquée qui est situé au Carrefour Obili. Ce programme développe, des logiciels pour permettre d'apprendre nos langues, de faire accéder nos langues à l'Internet, qu'elles soient lues à l'Internet sans difficulté, parce qu'actuellement, il y a des difficultés à les lire sur Internet à cause des problèmes de clavier, des problèmes de caractère. Mais au-delà, il faut que nos langues soient capables de se corriger, que des correcteurs soient introduits dans la machine, de sorte que lorsque je saisis mon texte en langue maternelle, si je fais une faute, que la faute soit corrigible, comme cela l'est pour les langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Voilà ce que ce programme cherche aujourd'hui à faire. Ce programme cherche également à introduire l'informatique dans les salles de classe dès l'école primaire, enseigner l'outil informatique en langue maternelle, donc enseigner l'usage de l'ordinateur en langue maternelle, enseigner les parties de l'ordinateur en langue maternelle et enseigner aux enfants à utiliser l'ordinateur en se servant de leur langue maternelle. Ce faisant, ils pourront non seulement apprendre la langue maternelle, mais aussi produire, comme on le fait dans les autres langues, à partir de l'outil informatique. Ce programme va permettre l'enracinement culturel, l'appropriation des TIC comme outil de développement et l'application des technologies modernes dans le secteur de l'éducation en langues africaines. Le sixième élément, c'est le développement d'un environnement lettré. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Si nous avons documenté les langues en danger, nous avons établi l'écriture des langues qui n'en ont pas, c'est-à-dire standardiser leur écriture. Si nous avons introduit les langues à l'école, c'est-à-dire enseigner les langues, s'il n'y a pas de la littérature tout autour, c'est que nous n'avons pas avancé. On doit produire de la littérature, et de la littérature variée, de manière à créer un environnement lettré, c'est-à-dire un environnement dans lequel on trouve de la littérature dans une langue. Que l'on puisse entrer dans une bibliothèque et trouver tout un rayon où on trouvera
des romans, des recueils de poèmes, de textes, en langue maternelle, des jeux, des brochures de toutes sortes, de brochures sur l'hygiène, sur les techniques de confection de telle ou telle chose. Voilà ce qu'il faut. Il faudrait que nous soyons capables de produire de la littérature pour les pharmaciens qui préparent les notices, par exemple des médicaments. Que l'on n'ait pas seulement des versions en arabe, en chinois, en français, en anglais ou en espagnol, mais qu'il y ait aussi une autre colonne où on va trouver le même texte, la même posologie en langue maternelle. Voilà le défi que nous avons à réaliser. C'est ça l'environnement lettré. Que dans les kiosques, on ne trouve pas seulement des revues en français, en anglais, qu'il y ait aussi des revues en langue maternelle dans les kiosques. C'est ça l'environnement lettré. C'est cette littérature que nous devons produire. Et à travers cette littérature, nous allons échanger nos idées, échanger nos pensées. Penser veut dire notre manière de voir le monde, de voir comment le monde peut se transformer. C'est ça la littérature. C'est ça ce que nous procure la littérature. Madame Lassie vient dit tout à l'heure en disant ce que c'est que les différents avantages de la lecture. Il reste un dernier point, c'est la communication sociale. La communication sociale, il faut entendre l'information, les campagnes de sensibilisation, l'animation de masse d'une manière générale. Nos hommes politiques s'en servent bien lorsque le moment est venu de se proposer candidat à un poste aux élections. Ils savent bien recourir à la langue maternelle pour toucher, pour convaincre le public. Mais après la campagne, on oublie. On oublie même parfois les votants. Bon, il faut rendre cela systématique. Les églises sont peut-être avant-gardistes là-dessus. Parce que pour bien faire comprendre la parole de Dieu aux fidèles, ils ont compris depuis longtemps qu'il faut passer par la langue maternelle. Nous devions donc faire de la langue maternelle l'outil principal de communication sociale. Donc, communication de masse. Nous sommes sûrs, lorsque nous communiquons en langue maternelle à une communauté, que nous sommes compris, sinon à 100%, au moins à 90%. En langue étrangère, on suit. Et à la fin, on vous demande, qu'est-ce qu'on a dit? Non, on a vraiment bien parlé. Seulement, c'était bien. Il nous a bien évoqué, il nous a beaucoup encouragé. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait plus. Parce que on percevait le message seulement de manière superficielle. Mais en langue maternelle, on est accroché. C'est ça la communication sociale. Voilà, à notre avis, la manière par laquelle nous pouvons promouvoir la pratique orale et écrite de nos langues pour en faire des outils de notre développement à travers notre production littéraire et à travers notre production scientifique, puisque nous nous servirons de nos langues pour dire tout notre savoir-faire, notre savoir dans tous les domaines. Voilà ce que j'avais préparé pour présenter à cette occasion en montrant comment la langue maternelle peut être l'instrument, nos langues peuvent être l'instrument pour unifier notre pensée, notre manière de concevoir notre développement et concevoir notre unité. Je vous remercie.